Bonjour à toutes et tous. Bonjour, Donc, je suis Nicolas Vispi, chargé de mission à l'ARACT Hauts-de-France. Maxime Bourgoin-Collin, chargé de mission aussi. Merci de vous être inscrit à ce webinaire qui, je le précise dès le début, sera disponible en replay et le support qui appuiera notre propos en cette fin de matinée sera également transmis. Toujours est-il que l'objectif de ce webinaire, il est très simple. Ça vise la clarification de l'appel à projet que nous avons lancé sur la thématique du numérique et de l'intelligence artificielle et des conditions de travail. Donc, ne vous attendez pas à un propos de positionnement du réseau sur le lien numérique IA et conditions de travail. Ça ne vise qu'à clarifier l'appel à projet et donc c'est une manière de préciser oralement ce qui est contenu dans les différents supports que vous avez déjà pu trouver, la note de cadrage, et tous ces éléments-là sont disponibles sur le site internet de l'ANACT ou sur les réseaux sociaux, LinkedIn notamment, sur la page de l'ARACT ou de l'ANACT. Au-delà de l'objectif de ce webinaire, les petites questions pratiques. Vous avez en bas à droite de votre écran une série de 3 onglets. Alors l'onglet chat qui peut vous servir si vous rencontrez des problèmes techniques. De type écran, problème de micro, ce genre de choses. Un onglet questions qui vous servira à poser de manière continue au fil de la présentation les questions de fond que vous pourriez avoir. Est-ce qu'on peut prendre en charge telle ou telle chose? Quelles sont les typologies d'action? Sachant que notre propos est de clarifier tout ça. Mais si vous avez des questions, des incertitudes en cours de présentation, vous pouvez utiliser cet onglet questions et il y a nos collègues Alix, Tarar et Delphine qui ne sont pas affichés mais qui sont présentes dans l'arrière-boutique pour répondre à vos questions en parallèle de notre intervention. Et un onglet sondage à la fin de notre présentation, qu'on time aux alentours de 45 minutes, plus ou moins 5 minutes près. Un petit sondage, non pas pour vous demander ce que vous avez pensé de ce webinaire, mais plutôt pour savoir si vis-à-vis de cet appel à projet, vous envisagez une réponse, un dépôt, ou si vous souhaitez être contacté de notre part. Pour un échange, un approfondissement. Mais là aussi, on précisera quel peut être, à Maxime et moi, notre rôle et notre contribution d'ici à la date de clôture de l'appel à projet. Bon, voilà un petit peu l'introduction et les questions de cadrage. Alors, je vais commencer par des généralités. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous qui ne connaissent pas l'ANACT et son réseau. Donc, l'ANACT, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, donc qui est un établissement public sous tutelle du ministère du Travail et qui a vocation à, comme son nom l'indique, promouvoir l'amélioration des conditions de travail avec un positionnement organisationnel sur les conditions de travail, c'est-à-dire qu'on privilégie les approches de prévention primaire et que notre structuration tripartite, c'est-à-dire administrée par l'État et les partenaires sociaux côté employeur et côté salarié, nous amène à privilégier aussi des actions autour des relations professionnelles. Et c'est ce qui caractérise nos interventions dans une posture concertée et équidistante entre direction salariée, direction et ses représentants. Donc voilà, une mission d'expérimentation, d'accompagnement, dont on tire un certain nombre d'enseignements qui nous permet ensuite de diffuser outils, méthodes, guides, dans un objectif de concilier qualité de vie et des conditions de travail et performance. Donc l'ANACT se situe à Lyon, qui fédère un ensemble de 16 agences basées en région. Voilà un petit peu pour la structuration de manière très simple. Et l'un de nos outils dans la palette de nos méthodes d'intervention, l'un de ces outils est notamment le FACT, le Fonds d'amélioration des conditions de travail,
qui est le seul outil, je dirais, où l'ANACT est en position de financeur de projet. D'habitude, on est plutôt du même côté que vous avec d'autres interlocuteurs où on discute et on recherche aussi, on répond à des appels à projets de l'État, de la région, de l'Union européenne pour financer nos actions. Le FACT est le seul outil où on est en position de financeur, où on va lancer un certain nombre d'appels à projets que l'on va sélectionner et certains que l'on va financer, d'autres non. Pour, je dirais, dans un moyen de soutenir financièrement des projets innovants. Sur un sujet en particulier. On a un fonctionnement par appel à projet thématique. Celui-ci est centré sur les questions numériques et intelligence artificielle. C'est aussi un outil qui nous permet d'activer des dynamiques partenariales, c'est-à-dire un sujet sur lequel nous n'étions pas et que l'on souhaite initier, un sujet sur lequel on souhaite être davantage en situation de transfert. Ça nous permet d'avoir une autre relation, un autre positionnement sur les sujets qui sont les nôtres. Quelques chiffres. Le FACT, c'est sur l'année 2022-2023 une enveloppe de 4 millions d'euros, 50 à 60 dossiers engagés qui touchent directement ou indirectement selon le type d'action, plus ou moins 250 TPE-PME. La répartition de l'enveloppe, elle va de 500 à 900 000 euros par appel à projet. Celui qui nous concerne dispose d'une enveloppe de 600 000 euros, ce qui représente à peu près 12 à 25 projets avec un taux de transformation de 30 à 50% et un focus sur les actions collectives qui sont plus traditionnellement un petit peu plus privilégiées. Je laisse la parole à Maxime pour vous présenter les règles du jeu. On a structuré, on va vous présenter les grands critères d'éligibilité dans un premier temps, ce qui vous permettra de voir si oui ou non déjà vous êtes dedans. Et on poursuivra un petit peu sur. Il y aura une troisième partie sur le rôle que l'on peut avoir dans cette phase de réponse à l'appel à projet. On détaillera ensuite les raisons qui nous ont amenés un petit peu à proposer cet appel à projet sur cette thématique-là. La partie qui suivra détaillera les typologies d'actions qui peuvent être financées. C'est souvent là-dessus qu'il y a des questions ou des interrogations de la part des porteurs de projets potentiels que vous pouvez représenter. On détaillera ensuite les critères auxquels on sera attentif en termes de sélection des projets. Mais sélection, le terme est peut-être un peu fort. C'est pas un jury de thèse, c'est pas un examen d'entrée, c'est pas le baccalauréat, mais plutôt de critères de différenciation de ce que l'on veut privilégier. Et on clôturera par peut-être prendre quelques questions qui seraient arrivées en cours de webinaire. En termes de cadrage, du coup, je prends la suite sur les conditions sine qua non d'accès en fait finalement à ce jury de sélection. Il est nécessaire que vous respectiez finalement ces 4 chapitres, à savoir du coup d'être une association, une entreprise, TPE ou PME au sens européen du terme, c'est-à-dire au maximum 300 salariés en équivalent temps plein et qui n'appartient pas à un groupe. Le FACT, la particularité de ce FACT, c'est que c'est un FACT Hauts-de-France, donc du coup, il est nécessaire que vous soyez situé sur le territoire des Hauts-de-France, que vous respectiez en termes d'accès au financement la règle des minimis, à savoir que vous ne dépassiez pas sur l'exercice de 3 années glissantes le montant de 300 000 euros d'argent public, et évidemment que vous ayez déposé votre dossier avant le jour J. En termes de rôle jusqu'à ce dépôt de dossier, Nicolas et moi-même sommes là en appui au montage de votre projet. On a eu l'occasion déjà de suivre plusieurs projets. On ne cesse de répéter finalement qu'il est intéressant de passer par cette note d'intention qui peut vous aider à structurer le projet, votre regard, votre intention.
Donc du coup, et de nous solliciter pour venir chercher un regard critique sur cette note-là. Connaître votre projet va nous permettre aussi peut-être de vous mettre en relation avec soit des consultants, soit d'autres porteurs projets, ou avec un accès plus territorial peut-être, s'il y a des projets similaires dans les mêmes zones. On peut vous aider aussi à formaliser, à enrichir aussi le propos, et vous aider à aller chercher éventuellement des financements complémentaires. Sur la partie sélection, du coup, d'instruire votre dossier, du coup, d'organiser finalement la commission de sélection, et ensuite de suivre vos projets avec la participation aux différentes instances de suivi des projets, que ce soit des comités de pilotage et des comités opérationnels, ou toute autre réunion bilatérale, en fonction de la typologie d'entreprise ou d'association qui répond. Et aussi d'animer du coup le processus de capitalisation, donc de structurer, de définir les différents axes, d'animer ces temps collectifs, et puis appuyer la production et la valorisation de cette capitalisation. Voilà, on est à votre disposition. Alors, pourquoi cet appel à projet? Alors, le sujet des transitions numériques et dans les organisations de travail, c'est un sujet qui a toujours été investigué par l'ARACT Hauts-de-France, au travers de collaborations précédentes, notamment avec Hauts-de-France Innovation Développement sur le programme Industrie du futur, des travaux préexistants avec la Serre numérique de Valenciennes et le LAMI, qui est un laboratoire de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, avec des travaux sur simulation, des travaux notamment dans le champ de la formation, avec notamment sur le lien avec la formation professionnelle et la conception d'environnement virtuel. Donc le sujet a toujours été porté au niveau de l'ANACT et aussi très, très investi en Hauts-de-France. Voilà, donc on a un système d'acteurs assez bien développé, un réseau partenarial, des actions déjà accompagnées, donc on a une légitimité sur le territoire dans ce champ-là. Ce qui est venu et puis est apparu quand même récemment, aujourd'hui c'est difficile d'aller sur LinkedIn et de ne pas voir un post ou un livre blanc sur les questions d'intelligence artificielle. Alors loin de moi l'idée de fâcher les académiques ou les chercheurs de ce champ-là qui seront les premiers à dire que le sujet en lui-même n'est pas nouveau, mais l'arrivée des IA génératives et de ChatGPT et puis sa capacité à se diffuser très rapidement en ont fait un sujet, s'il n'est pas nouveau, du moins émergent. Et donc, qui est source, voilà, peut-être de débats et de controverses sur son lien, sur le travail et donc sur les conditions de travail. Avec quand même un constat qui est que il y a des premiers travaux au niveau des régulateurs, Union européenne, les instances, les fédérations européennes des syndicats, côté salarié comme côté employeur, voilà, donc notamment qui se sont traduits récemment par l'IA Act, qui donne un certain nombre d'éléments de cadrage. Il y a eu également le rapport Villani dès 2018 qui a posé une espèce de ligne ou de fil directeur sur la manière de répondre à ce sujet au niveau national. Il y a des travaux de prospective et des productions un petit peu généralistes de caractère exploratoire, mais voilà, l'essentiel des travaux pour l'instant se situe à des niveaux qu'on peut qualifier méta ou en tout cas plus institutionnels, et donc finalement peu ou pas d'initiatives qui soient avec un ancrage purement territorial comme ça peut être le cas sur ce FACT, où le périmètre géographique est un des critères d'éligibilité comme l'évoquait Maxime, et finalement peu d'initiatives, en tout cas une perception d'une difficulté à percevoir quel est le niveau d'appropriation, le niveau de maturité, quelles sont les réflexions sur ce sujet-là au niveau des petites et moyennes entreprises. Et donc, différents enjeux. Des enjeux pour nous, des enjeux pour les porteurs potentiels de projets ou les structures accompagnées, et puis des enjeux plus globaux pour le territoire. Pour nous, il y a des enjeux d'accompagnement et d'expérimentation sur un sujet émergent et d'actualité, ce qui est aussi notre mission. Un enjeu que je qualifie, alors peut-être le terme pourrait être discuté, mais un enjeu de plaidoyer pour rappeler toujours la place du travail et de l'humain comme facteur de réussite
réussite des projets de transformation et de transformation durable. Mais ça, c'est un peu le message qui est le nôtre, quel que soit le thème ou le sujet par lequel il est appréhendé, et des enjeux de capitalisation et voilà, de diffusion des enseignements. Des enjeux pour les porteurs de projets, c'est un sujet émergent, donc il y a un enjeu de voilà, financé par de l'argent public et donc de faciliter les initiatives et le développement de projets qui ne se seraient peut-être pas fait s'il n'y a pas ce soutien-là. L'enjeu de bénéficier d'un accompagnement et un enjeu finalement de peut-être sécuriser et fiabiliser des initiatives qui peuvent être, voilà, on le sait que sur des projets voilà, de transition numérique, c'est des projets qui demandent de l'investissement humain, financier, économique, et donc il y a un enjeu à les soutenir. Et des enjeux pour le territoire, parce entre une dynamique sur LinkedIn et la réalité du niveau de réflexion et de maturité, il peut y avoir des décalages, et donc il y a peut-être un enjeu aussi au travers de cet appel à projet à révéler un petit peu à jouer un rôle de révélateur sur le niveau de réflexion et d'appropriation tel qu'il est réellement. Et donc un autre enjeu qui est de s'appuyer sur les travaux de capitalisation pour outiller des futures politiques publiques, voilà, c'est-à-dire comment accompagner demain le déploiement des IA sur le territoire Hauts-de-France et sur d'autres territoires. Je poursuis, je le disais dans les slides d'avant, voilà, le sujet des transitions numériques au sens large véhicule un certain nombre d'idées, un certain nombre de promesses, mais qui peuvent être source de débat et de controverses, c'est-à-dire un accès rapide et facilité à l'information. Aujourd'hui, vous pouvez demander à ChatGPT de vous faire une biblio ou une veille sur certains sujets ou une note de synthèse. Mais bon, finalement, il va vous donner un paquet d'informations dont il va quand même falloir faire le tri, et donc ça va générer une charge cognitive plus importante, de l'infobésité, et finalement, est-ce que ça vient finalement être ressource, est-ce que ça vient faciliter l'activité, ou est-ce qu'au contraire ça ne rajoute pas des tâches qui demandent, qui ont une charge cognitive qu'il faut évaluer. Ça peut être aussi finalement une promesse de plus de liberté et de souplesse dans l'utilisation, mais avec un accroissement des possibilités de contrôle. Donc ces éléments-là peuvent être des objets de discussion dans le dialogue social institué, dans le dialogue professionnel, dans le dialogue entre salariés et direction. Ça vient aussi transformer l'activité de management, voilà, qui est un des dont la manière dont l'activité est contrôlée, observée, régulée, objectivée, peut avoir des impacts sur ce registre-là. Des promesses d'organisation plus fluides, plus agiles, mais qui dépendent finalement de systèmes très complexes, qui sont un petit peu des boîtes noires et dont on ne sait pas trop bien comment elles fonctionnent. Et donc le jour où il faut reprendre la main sur un objet technique dysfonctionnel, voilà, est-ce qu'on a la capacité à reprendre la main, et est-ce que ça va finalement pas générer finalement plus de complexité et venir voilà, contrebalancer cette promesse d'organisation et de relations plus simples, plus fluides. Voilà, après d'autres promesses de collaboration facilitée, en abaissant les frontières de temps et d'espace, mais qui du coup empiètent sur les questions d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, d'une rationalisation de l'activité, des promesses peut-être de décharger un certain nombre d'activités dites à moindre valeur ajoutée, mais au risque peut-être d'avoir une intensification des tâches à plus haute intensité, qu'elles soient physiques, cognitives, et donc qui serait impossible de tenir sur la durée d'une journée de travail. Donc voilà, un ensemble de promesses et de menaces qui sont véhiculées par ces projets-là, que ce soit des projets numériques classiques ou des projets purement liés à l'intelligence artificielle, et donc qui appellent à des réflexions plus larges que la simple dimension technique, c'est-à-dire ça appelle à des réflexions sur des réflexions juridiques, voilà, quelles sont les données collectées, comment sont-elles utilisées, à des dimensions organisationnelles, à des dimensions sociales, à des dimensions éthiques. Et donc on voit bien que l'enjeu, on retrouve ici l'enjeu qu'il y a, voilà, de pouvoir accompagner ces transformations-là, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur ces volets-là, dans l'idée d'une de transformation plus juste, plus éthique, plus durable sur le lien entre performance et conditions de travail.
Donc, on défend l'idée voilà, que les projets de transformation numérique peuvent être vecteurs de performance si la technologie vient être une ressource dans l'activité, ce qui suppose une analyse préalable et un accompagnement à la prise en compte de cette dimension, c'est-à-dire la dimension travail dans les projets, un partage des enjeux, ce qui sous-tend une approche concertée et à minima un premier niveau de discussion, d'information, de consultation et peut-être de procéder à une phase expérimentale avant d'envisager un déploiement large et massif de ces technologies-là. Et donc, on défend l'idée que ce type d'approche et de démarche, de lancer un appel à projet sur cette thématique-là, ça peut vous permettre de sécuriser ou fiabiliser un investissement, d'anticiper les besoins futurs complémentaires, de faciliter l'appropriation future, parce qu'on sera passé par une petite étape intermédiaire qui facilitera le déploiement plus large par la suite, et donc d'éviter un déploiement massif trop rapide qui générerait des correctifs coûteux, que ça soit économiquement ou humainement parlant. Et aussi, ça vous permet, ça permet le droit à l'erreur, c'est-à-dire ça permet aussi ces appels à projets-là de peut-être permettre de se lancer et de se tromper à moindre coût, parce que c'est de l'argent public qui vous permet de vous lancer et de vous offrir le droit de vous tromper à moindre coût, parce que si vous l'aviez fait seul, c'est des logiques d'investissement, du temps et de réponse et de déploiement du projet. Donc voilà un petit peu les objectifs et ce qui nous a amené à proposer et à lancer cet appel à projet sur ce thème. Et donc les orientations, elles sont très simples. 2 axes. Alors il est vrai qu'on a davantage communiqué sur l'intégration des systèmes d'intelligence artificielle, mais on vous le dit, et si vous allez voir si c'est le replay que vous regardez, on le répète, c'est aussi ouvert à des projets qui viseraient l'intégration de technologies numériques classiques, robotique dans l'industrie, LMS dans le champ de la formation, une GED ou un ERP, ou en tout cas des projets de système d'info, c'est ouvert aussi à ces projets-là. Alors pourquoi on a fait le choix de ces 2 angles-là ? 2 raisons. La première, on ne mesurait pas bien quel était le niveau d'appropriation et la réalité des projets ou des intentions qui pouvaient exister sur la question des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, ne mesurant pas ça, on aurait pris un risque à lancer un appel à projet avec peut-être peu de répondants. Donc, il y avait un enjeu à élargir un petit peu le champ de cet appel à projet pour quand même faire, par sécurité, de faire rentrer des projets et de pouvoir dépenser l'enveloppe qui nous est allouée. Et un deuxième enjeu qui est de comparer les 2 types de conduite de projet. Si tant est qu'on ait les 2 types de projets, ça nous permettait de voir, y a-t-il ou non des spécificités dans la manière de conduire les projets de systèmes d'intégration des systèmes d'intelligence artificielle par rapport aux technologies numériques classiques ou pas. Est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers, ce genre de choses. Donc il y avait ces 2 objets-là, une façon de sécuriser un petit peu l'appel à projet et une façon d'en tirer des enseignements et de pouvoir comparer les 2 types d'approches. Mais je vous le redis, l'appel à projet est ouvert aux 2 types de projets. Les types de projets que nous attendons. Alors, une slide synthétique, mais que je vais passer très rapidement, qui est disponible dans la note de cadrage, qui est disponible sur le site de l'ANACT, sur la page internet de l'ARACT. On finance 3 types d'actions. Des actions individuelles. C'est-à-dire une entreprise qui a un consultant et qui souhaite mettre en place, on vous a donné quelques exemples, ça peut être un accompagnement individuel d'une PME dans le cadre d'un projet d'investissement, ça peut être le projet d'un cabinet de recrutement qui souhaite tester ou expérimenter l'usage d'une SIA pour organiser certaines tâches, tri des CV, gestion de la paie. Le FACT, dans ce cadre-là, ne financera pas l'investissement sur l'outil, mais financera l'accompagnement. Qu'est-ce que ça transforme dans notre activité de recrutement, au niveau de mes ressources humaines, de ma relation avec mon prestataire de recrutement, de la relation avec le prestataire technique qui va déployer cette technologie. Ça me permet d'évoquer une première distinction. Le FACT ne finance de l'accompagnement, mais finance pas de l'investissement sur les outils techniques.
Donc les actions individuelles, des projets d'expérimentation portés par une entreprise, TPE, PME, Maxime le disait tout à l'heure, pour lesquels il peut y avoir plusieurs consultants mobilisés, en sachant que toutefois que l'enveloppe maximale est de 12 à 14 jours à 1 000 € par jour selon l'assujettissement. Mais voilà, vous avez un maximum de 14 jours. S'il y a 2 consultants, l'enveloppe maximale ne bougera pas, mais la somme pourra être ventilée selon la nature de l'intervention. Et sur les modalités de versement, 50% au début, 50% à la fin, sur présentation du livrable final d'un bilan de l'action. Donc voilà pour les actions individuelles, qui sont les actions les plus, les plus basiques que l'on peut financer, basiques en termes de montage et d'architecture du projet. On finance aussi des actions collectives. C'est-à-dire, pareil, en termes d'exemple, ça peut être un groupement d'entreprises ou un acteur de la branche du transport qui voudrait expérimenter un système d'intelligence artificielle pour optimiser les trajets des conducteurs. Ça peut être la CMA qui voudrait accompagner l'intégration du numérique dans un secteur, hôtellerie, tourisme, restauration, commerce, voilà, ce genre de choses. Ces exemples-là, ils sont également en ligne sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez les retrouver à titre d'inspiration et d'illustration de ce que peut être une action collective. L'idée étant que vous avez une structure qui est en portage de l'action et dont le rôle sera un petit peu d'organiser la mise en œuvre, le déploiement, la gestion administrative, et qui va agréger entre 3 et 10 structures, entreprises ou associations, chez qui vont avoir lieu, chez qui vont être déployés le projet en tant que tel. Donc vous avez une structure en portage qui agrège 3 à 10 structures qui rejoignent cette action-là. Comparativement aux actions individuelles, le FACT pourra prendre en jour entre 6 et 8 jours d'intervention par entreprise et 6 000 € pour la structure qui est en portage au titre de la coordination des coûts liés à l'animation, l'administration et la conduite du projet. Avec une modalité de versement qui est ici, voilà, 40% à la signature, 30% au bilan intermédiaire, 30% au bilan final. Et on a la possibilité aujourd'hui de financer un troisième type d'actions qui peuvent être des actions de construction d'outils et de méthodes. Voilà, pour illustrer ce propos-là, une fédération syndicale, un syndicat des journalistes qui souhaiterait mener une étude d'action sur l'usage de l'IA dans leur secteur, voilà, dans l'idée que les organisations syndicales ont un enjeu à s'outiller et s'armer sur ces projets qui peuvent être source de négociation, de discussion dans les entreprises avec un vrai lien travail, emploi important, et donc qui souhaiterait mener une étude d'action sur l'usage de l'IA dans le secteur, parce qu'on peut supposer que c'est un secteur qui va être impacté dans l'aide à la rédaction de contenu, dans le community management, dans l'aide à la relecture, et donc qui souhaite s'armer. On pourrait financer une action de cette nature-là. De la même façon, un groupement d'acteurs de la formation professionnelle qui souhaiterait développer, expérimenter une forme de jeu sérieux pour sensibiliser, acculturer aux impacts de l'IA sur les métiers de la formation, que ce soit dans la partie administrative, que ce soit dans la partie d'ingénierie, de formation pédagogique, que ce soit dans l'acte de formation, qui souhaiterait tester une IA générative et voir ce que ça transforme dans ces activités-là, ça peut être une forme de projet que l'on peut financer. Donc les registres d'actions sont un petit peu différents. Dans les actions individuelles et collectives, ça finance de l'expérimentation et de la capitalisation. Ici, on peut financer d'autres formes d'actions, de l'étude d'action, de la production d'outils. Ça élargit un petit peu le champ des possibles. Ça nécessite une structure en portage et des partenaires qui vont s'associer. Si je prends l'exemple sur le développement du jeu sérieux, ça suppose sans doute de la prestation, ça suppose une chefferie de projet au niveau du portage, ça suppose peut-être de financer l'organisation des séminaires qui permettront de tester l'ingénierie qui aura été imaginée, ensuite d'avoir un prestataire pour corriger, pour le mettre en forme. Donc voilà, on a une démarche de
de financement de ce type de projet-là qui est un peu différent, puisque on fonctionne sur la base d'un budget, dépenses-recettes, et donc qui peut prendre en charge les frais de personnel, les prestations externes, les coûts liés au transfert à la diffusion de l'action. Donc voilà, on n'est pas sur un coût X jours par entreprise, comme ça peut être le cas sur les autres actions. La règle étant que l'on peut financer jusqu'à 80% du projet, plafonné à 100 000 euros. Donc, ce qui implique dans le montage qu'il y ait des cofinancements. Sur ces aspects-là, vous avez, et on vous le remet à la toute fin, un kit pour candidater dans lesquels, pour chacune des typologies d'actions, vous avez des exemples de budget qui peuvent vous aider à voir comment monter le budget et qu'est-ce qui peut être pris en charge, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, tout ça est très bien fait normalement. Et après, on reste à disposition si vous avez des questions. Mais voilà, ça peut aller très vite dans le cadre du webinaire. Mais voilà, si vous avez des questions de ces ordres-là, n'hésitez pas à consulter le kit pour candidater qui est très bien fait, dans lequel vous allez retrouver tous ces éléments. Petite précision donc sur l'articulation et qui peut être amené à porter une action, parce que je voyais dans le chat que ça pouvait être une question. Les entreprises ou associations de moins de 300 salariés peuvent être porteurs d'une action individuelle. Après, sur les actions collectives ou les actions de construction de méthode, où il y a finalement un acteur qui peut être intermédiaire, ça peut être les chambres consulaires, donc ça peut être d'autres acteurs territoriaux, ça peut être les organisations professionnelles, interpro, ça peut être des acteurs de branche, ça peut être une organisation patronale, une organisation syndicale. Tout ce qui est mis ici peuvent être des porteurs de projets potentiels. Ceux qui ne le peuvent pas, les collectivités et les acteurs publics, malheureusement. On a eu quelques demandes, quelques échanges à ce sujet-là. Alors, le FACT ne le prend pas en charge, ce qui ne veut pas dire qu'il peut y avoir d'autres formes d'accompagnement et de lien avec l'ARACT, mais les structures publiques ne sont pas concernées. Mais il y a d'autres perspectives de financement, le fonds interministériel pour l'amélioration des conditions de travail notamment. Et le fonds d'innovation pour les ressources humaines, qui peuvent être, pour les acteurs à statut public, une voie de financement possible. Le rôle du porteur de projet, et je parle principalement là pour les actions collectives, parce que pour les actions individuelles, ça se pose aussi, mais de manière plus simplifiée. Voilà, son rôle, il est d'organiser, d'animer un petit peu la vie du projet, les instances, de coordonner l'intervention des intervenants, d'être aussi en gestion administrative du projet. Ce sera notre interlocuteur privilégié dans le cadre du suivi et de la capitalisation qui pourra être fait. Donc voilà, cette slide, elle a vocation à résumer un petit peu le rôle du porteur de projet. Mais bon, je pense que si vous êtes des répondants classiques, on vous apprend rien là-dessus sur ce volet-là, de ce que ça implique dans l'activité, aussi bien dans la mise en œuvre du projet que dans la partie plus administrative. Les critères de sélection. Alors, le premier critère de sélection, c'est l'éligibilité. Donc, si vous êtes une structure publique, voilà, si les terrains d'expérimentation ne sont pas basés en territoire Hauts-de-France, peut-être petite nuance. Un consultant peut être très bien, on ne demande pas à ce que les consultants soient forcément basés en France. Par contre, les terrains d'application, les entreprises, doivent obligatoirement être situés sur le territoire Hauts-de-France. C'est peut-être la petite nuance par rapport à ce que l'on a évoqué en critères d'éligibilité au tout début. Mais donc voilà, ça fait partie de la sélection, ça sera une première clé de tri. Ensuite, on va regarder la manière dont la question des conditions de travail sont prises en compte dans le projet. On va avoir un œil sur la conduite du projet, c'est-à-dire qu'est-ce qui est envisagé. Alors par contre, je vous rassure, on ne vous demande pas d'avoir mis en œuvre les choses avant de les avoir pensées ou au moment du dépôt de projet.
Mais c'est simplement pour savoir voilà, comment les choses sont envisagées. On sait très bien que la vie d'un projet, dans les petites et moyennes entreprises, on est toujours rattrapé par de l'existant, du structurel comme du conjoncturel. Donc, ne serait-ce que l'épisode Covid nous a amené à être voilà, savoir faire preuve de souplesse là-dedans. On vous demande pas voilà, de respecter au pied de la lettre ce qui va être énoncé, mais voilà, au moins qu'il y ait un cadre global qui nous permettent de mesurer comment les choses vont s'animer. L'originalité, la contextualisation de la réponse. J'ai tenu à pas parler d'innovation parce que sinon il faudrait faire un webinaire sur comment caractériser l'innovation. Et le terme est tellement utilisé aujourd'hui qu'on sait tout en est et rien n'en est. Et le potentiel de capitalisation et de transfert. Je vais détailler tous ces éléments-là, rassurez-vous. La prise en compte, qu'est-ce qu'on entend par la prise en compte des conditions de travail? C'est d'avoir une approche qui soit centrée sur le travail réel et ses conditions d'exercice, c'est-à-dire d'aller regarder les métiers, d'observer les activités, de s'entretenir avec les salariés, ses représentants, voilà, pour se faire une activité, pour se faire une idée, pardon, de la manière dont est réalisé le travail et voir voilà, comment l'outil ou le système d'IA qui s'intégrerait ou qui serait expérimenté impacte ou non l'activité des salariés. On va regarder si les projets s'inscrivent dans une approche voilà, collective de la prévention avec un niveau de prévention primaire. On ne financera pas d'actions qui sont centrées uniquement sur des approches individuelles. On va regarder la question du paritarisme, voilà, comment est-ce qu'il est, comment il se matérialise dans la réponse à l'appel à projet. On va regarder un petit peu l'orientation méthodologique qui va être prise, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt sur une conduite de projet classique, est-ce qu'on est dans une approche voilà, plus socio-technique des transformations, quel va être un petit peu le background des consultants et voilà, sur le sujet de la qualité de vie et des conditions de travail. Comment pourrait être prise en compte la question de l'égalité, de l'approche genrée des conditions de travail dans le projet? C'est une question que l'on a eue avec quelques personnes avec qui on a déjà eu des échanges sur cet appel à projet. Sur cet aspect-là, voilà, c'est un sujet qui est travaillé au niveau de l'ANACT et qui a vocation à être travaillé de manière transversale. Pour vous donner un exemple, pour les projets qui seront sélectionnés, il y aura sans doute, il y a fort à parier qu'il y aura un axe de capitalisation sur cette question-là. Je vais vous donner un exemple très rapide. Ou très simple, peut-être un peu caricatural, mais en tout cas ça permet de matérialiser ce que l'on entend par là. Si on imagine intégrer des systèmes d'IA dans des activités de tri des CV ou de gestion administrative, il serait intéressant de voir aujourd'hui, de collecter de la donnée et des chiffres et des indicateurs quantitatifs sur voilà, est-ce que ces postes sont principalement occupés par des hommes ou des femmes, ce qui nous permettrait peut-être de voir, en tout cas à l'échelle de l'ensemble des projets, est-ce que l'IA a un impact sur est-ce qu'il y a un impact genré, discriminatoire ou non, des systèmes d'intelligence artificielle. Voilà, ça pourrait prendre la forme d'indicateurs ou d'axes de capitalisation de cet ordre-là. Mais tout ça pourra se construire avec nous au fil de l'eau, au fil du déploiement du projet. Qu'est-ce que l'on va regarder du côté de la conduite sociale? La constitution de l'équipe, la présence d'une chefferie de projet, quels sont les profils et les compétences mobilisées entre un prestataire technique, entre le profil du consultant que vous souhaiteriez mobiliser, les ressources internes de l'entreprise ou du porteur qui pourraient être mises à disposition, quelles sont les modalités d'animation et de fonctionnement, comment se traduit l'approche participative, est-ce que c'est uniquement de la consultation? Est-ce qu'il y a de la codécision? Est-ce qu'il y a de la co-création? Voilà, on va pouvoir essayer de regarder ça. Quel est le phasage du projet? Quel est son état d'avancement et son positionnement? Sur des projets comme ceux-là, où on est sur des projets de conduite de projet d'investissement ou de conception, on sait qu'il y a une étape d'intention, qu'il y a une étape de rédaction d'un cahier des charges. Donc, est-ce qu'on est sur cette étape voilà,
cette étape initiale-là? Est-ce qu'il y a déjà eu des choses d'installées, donc on est plutôt dans la phase d'expérimentation? Est-ce qu'on est plutôt dans une phase de retour d'expérience? Donc on sera attentif à voir quel est l'état d'avancement au moment de votre réponse, et puis comment est appréhendée l'approche expérimentale. Voilà, est-ce que vous voulez déployer sur un service, etc. Est-ce que vous voulez déployer sur plusieurs sites? Voilà, on va essayer on aura un regard à ce niveau-là, si tant est que le projet soit déjà un petit peu avancé. Donc, on n'a pas d'attente quant au niveau de maturité du projet. C'est-à-dire, voilà, sur des projets de conception, vous pouvez nous répondre en étant qu'au stade de l'intention, et au plus on est en amont, au plus c'est intéressant de pouvoir suivre la conduite du projet. Sur l'originalité et la contextualisation de la réponse, voilà quel est le niveau de maturité initiale du collectif sur le sujet. Est-ce qu'il y a zéro connaissance sur l'IA ou pas, ou est-ce qu'il y a eu au contraire déjà des niveaux d'acculturation? Quelle est la réalité dans le secteur? Quel est le niveau de maturité sur le sujet au niveau du secteur professionnel qui serait visé ou sur le territoire? Est-ce qu'il y a l'existence ou non de projets similaires? Qu'est-ce qui vous amène à répondre voilà, quel est le problème, quels sont les questionnements que vous avez et qui vous amènent à postuler, à répondre à ce projet-là, à cet appel à projet? Comment est envisagée l'animation et l'approche paritaire et participative dans le projet? Quelle est la qualité du partenariat? Enfin, la qualité et la construction partenariale qui pourrait être déposée. Voilà, ça, c'est ce que nous, on mettrait derrière des critères d'innovation, c'est-à-dire est-ce que ça vient répondre à un problème, est-ce que ça nous a amené à réinventer nos partenariats et à aller nouer des relations avec d'autres types d'acteurs. Voilà, ça, c'est des choses qui nous intéressent notamment, et donc on va avoir un regard sur ces aspects-là. Et enfin, le potentiel de capitalisation et de transfert. Alors là, on aura un regard, ce qu'on va aller regarder, c'est voilà, quel est le degré d'ouverture et de transparence du porteur et du collectif. On ne souhaite pas, en tout cas Maxime et moi, rester à distance, et donc on a la volonté de participer et d'être en relation étroite et directe avec les interlocuteurs du projet, que ce soit la personne qui est identifiée en pilotage, que ce soit les consultants qui seront mobilisés. Donc ça, on veut pouvoir travailler en confiance et en transparence. Si les choses se passent mal, qu'il y a des difficultés, ça nous intéresse tout autant, et on souhaite être ressource et pas être dans le contrôle ou évaluateur de ce qui sera fait. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important pour nous et sur lequel il faut que vous soyez également rassurés. Le type de livrable envisagé, les modalités de leur diffusion, votre souhait de participation ou pas à des actions de valorisation par la suite. Voilà, on a balayé l'éligibilité. Pourquoi cet appel à projet, ce sur quoi on aura un regard pour nous aider au moment de la sélection des projets, pour différencier. Voilà, le tel, on souhaite le soutenir et l'autre non. Sachez que si vous n'êtes pas retenu dans le cadre du FACT, la RACTO de France garde quand même, on a la possibilité d'avoir des accompagnements. Voilà, on a du temps qui a été fléché pour être nous en accompagnement direct. Donc, lorsque ce sera possible, si tant est que vous n'ayez pas été retenu dans le cadre de ce FACT-là, on pourra tout à fait envisager d'autres formes d'accompagnement. Ça n'est pas impossible. Je vais vous parler là un petit peu du déroulement de l'appel à projet. Je vais remettre les grandes dates et puis un petit peu ce qu'on imagine dans l'animation collective du dispositif. Si vous avez déjà des questions, puisque après nous n'avons plus rien à vous dire en l'état, en tout cas dans ce webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez d'ores et déjà les mettre, et ça permettra de présenter quelques questions à l'oral. On tenait aussi à vous dire qu'on a un petit sondage à la fin de 2 questions. Donc ça prendra à peu près 17 secondes 23 pour y répondre. Donc on se laissera les 5 petites minutes à la fin pour les questions, des questions clés que vous auriez en cours de route, les dernières questions que vous auriez, et le petit sondage.
Le timing. Aujourd'hui, on est le 5 septembre. Donc, on a une phase de communication et de lancement de l'appel à projet en tant que tel. On en remet une couche aujourd'hui. La première date importante, c'est le 31 octobre. C'est la date de clôture. Et si parfois on arrive à avoir un peu de souplesse sur les projets qui arrivent en retard, ça ne sera pas le cas pour cet appel à projet, malheureusement, puisque l'enveloppe dont on dispose doit être engagée avant le 15 novembre. Donc, ça laissera trop peu de temps pour pouvoir élargir potentiellement la fenêtre. Donc, cette date-là du 31 octobre, c'est une date sine qua non. Dans cet intervalle de temps-là, on vous le redit, vous pouvez nous solliciter, Maxime et moi, pour avoir un échange. On l'a déjà fait avec certains d'entre vous, je pense, pour avoir vu quelques noms dans la liste, et il y en a qui sont prévus, mais voilà, surtout sollicitez-nous pour qu'on puisse vous dire, vous faire un premier retour, et vous accompagner dans l'élaboration de la réponse, que ce soit sur la réorientation du projet parce que ça collerait pas aux intentions, parce que vous avez des difficultés à identifier des terrains, à identifier des consultants qui seraient en capacité d'intervenir. Voilà, cette phase-là de septembre jusqu'au 31 octobre, n'hésitez pas à nous mobiliser. On a du temps à passer avec vous et sur le montage des actions. Deuxième date importante, il y aura la commission de sélection qui se tiendra potentiellement le 7 novembre et qui donnera lieu ensuite à une notification des projets qui seront retenus ou non dans le cadre de cet appel à projet. Viendra ensuite, on vous laissera un petit peu le temps, on sait que c'est toujours exigeant de répondre et puis il y a toujours ce niveau d'incertitude lié à l'obtention ou pas, donc on vous laissera vous reposer tranquillement au mois de décembre. Pour les projets retenus, la date importante à retenir, ça sera le 30 janvier, date à laquelle on envisage un événement de lancement. Qui, au-delà d'avoir une fonction symbolique, d'acter le démarrage de la dynamique, permettra aussi de faire se rencontrer les différents porteurs de projets, leur nature, leur thématique, les typologies de structure, parce qu'on souhaite qu'il y ait en tout cas une animation collective de l'ensemble des projets qui seront financés. Alors, un point important, pour les actions individuelles, il y a vous avez 1 an pour le mettre en œuvre. Pour les 2 autres types d'actions, les actions collectives ou les actions de construction d'outils ou de méthodes, vous avez 2 ans. Ça veut dire que on sera amené à se voir jusqu'en 2026. De la même façon qu'on est bien conscient qu'un projet se déroule jamais comme il est prévu, on sait très bien que vous pouvez être attrapé par votre activité nominale, par des événements imprévus. Donc, il y a la possibilité d'avoir des avenants. Donc, ça, c'est à discuter avec nous. Mais il y a cette possibilité-là. Toujours est-il que, à partir du moment où vous serez financé, selon la typologie d'action, vous aurez 1 an ou 2 ans pour le mettre en œuvre. Si je fais le focus donc sur comment ça va se passer dans cette partie-là à l'issue de l'événement de lancement, on vous laisse aller mettre en œuvre votre projet, en tout cas démarrer sa mise en œuvre. On sera, Maxime et moi, en suivi et en échange avec le consultant, avec la structure qui porte, avec les entreprises pour voir comment ça se passe, se tenir informé de la manière dont il se déroule, participer aux instances ou à des réunions bilatérales au besoin. Lorsqu'on verra un petit peu que le niveau d'avancement est plus ou moins homogène, qu'il y a déjà des choses intéressantes qui se passent, des difficultés qui sont rencontrées, on envisage de réunir, de vous proposer de vous réunir ponctuellement à travers des séminaires collectifs où il pourra y avoir des événements des éléments de partage où on pourra nous amener des personnes ressources, que ce soit des consultants, des enseignants-chercheurs ou nous-mêmes pour être en appui et partager collectivement sur la manière dont les choses se déploient. Et puis, vous repartez pour une phase de mise en œuvre. De nouveau, on va vous suivre individuellement et ainsi de suite. Donc, il y aura une alternance entre des phases de mise en œuvre, des phases d'échange
bilatéraux entre nous et les différents porteurs de projets, et puis des temps plus collectifs que l'on souhaite mettre en œuvre. Et donc, on va alterner entre ces différents temps-là jusqu'à un événement de clôture, probablement fin 2026, début 2027. Voilà la manière dont les choses vont se dérouler. On vous a remis l'ensemble des informations importantes, la note de cadrage, le kit pour candidater dans lesquels vous avez les exemples, les notices explicatives pour déposer le projet, des exemples de budget. Vous avez également une foire aux questions qui est bien faite par la mission FACT de l'ANACT et Alix. Donc n'hésitez pas s'il y a encore des incertitudes, des dernières questions qui ne seraient pas levées. Il y a cette foire aux questions qui permet d'en lever un certain nombre. Et si vraiment, il y a encore des interrogations, vous avez aussi nos coordonnées pour des questions très basiques à Maxime et moi, ou le contact de la mission FACT au niveau de l'ANACT. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur cet appel à projet. Alors je ne sais pas, alors je vous avouerai que j'ai eu un peu de mal à suivre les questions en même temps, mais je vois qu'Alix y a répondu et Delphine vient d'arriver. Est-ce qu'il y a des questions à prendre, Delphine? Non, apparemment, toutes les questions, enfin, Alix a répondu aux questions. Si elle veut, votre dernière chance. Et ont été vite répondues. C'est ça. Il y a une dernière question qui vient d'arriver. Ah, du coup, elles sont en haut, les questions. Alix est en train de répondre. À l'appel à projet quand on a déjà été financé sur le FACT par un autre projet. Alors, Alix est en train de répondre. Ouais, ça fait partie des petites. Oui, si le projet est terminé. Il faut vous dépêcher de le terminer. Et le sondage est passé, donc il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Bah, écoutez, on vous remercie. Dans le sondage, donc, si on avait on a évoqué la question, voilà, ceux qui souhaitent être recontactés directement par nous, on le fera dans les prochains jours. Celles et ceux qui nous ont déjà contactés, on avance sur les premières intentions. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé et on se tient à votre disposition pour la suite et d'ici au 31 octobre. 11h52, on vous souhaite bonne fin de matinée, un bon appétit et en espérant échanger prochainement avec vous. Très bientôt.